Bien le bonjour, nous sommes le samedi 25, quelque chose comme ça sûrement. Et voilà, je regarde la caméra, c'est ce que c'est. Et voilà, donc écoutez, la vie continue. La vie continue, même si parfois c'est chaotique. Parfois c'est chaotique sur le plan collectif. Et parfois c'est chaotique sur le plan individuel. On choisit. On a les deux parfois même. Chaotique individuel et chaotique collectif. On va laisser passer les gens. Et donc j'ai passé une journée infernale hier. Infernale, toujours pareil, avec mon père qui à 7h30 m'appelle pour me dire qu'il veut se suicider, il a envie d'en finir, etc. Discours que j'entends tout le temps, évidemment. Et ça fait partie des natures. Il y a des natures d'hommes qui gèrent différemment leur souffrance. Il y en a qui en font profiter les autres, je dirais. Il y en a d'autres qui les gardent pour eux-mêmes, quoi, qui ont cette décence de les garder pour eux-mêmes. Mais il y a ceux qui aiment le drame, qui en rajoutent. Et je pense que mon père a cette tendance de dramatiser toujours. Et donc là, comme la situation est tendue, il exulte dans cette forme de dramaturgie où il faut justement compter ses munitions et gérer au mieux la situation. Au lieu de ça, il y a une forme d'inflation de propos qui sont culpabilisateurs et il ne comprend pas que les autres sont parfois fatigués, épuisés et presque en panne sèche, ils ne peuvent plus. Il n'y a plus le jus, je dirais, de soutenir, d'aider, de parler même. Alors, certes, il a été brutalement remis à son domicile suite à sa chute et son séjour à l'hôpital, mais bien que j'ai insisté auprès des médecins, il s'agit du CHU de Bois-Guillaume, en Normandie, bien que j'ai insisté pour qu'il aille dans une maison de convalescence avant de revenir à son domicile, sachant que c'était un peu prématuré, je n'ai pas été écouté par les médecins. Ils en ont jugé autrement et on est obligé de se plier à leurs décisions puisqu'on n'a pas le pouvoir, nous, d'intervenir, à part si ce n'est essayer d'argumenter avec eux. Ça n'a pas fonctionné. Donc il est revenu à son domicile et puis la catastrophe, comme il n'y avait pas d'organisation avec les auxiliaires. Vous savez, c'est cette fameuse organisation qu'il faut mettre en place, mais qu'il faut anticiper. Et quand je suis allé à Rouen, j'ai essayé de prendre des contacts pour que ça se mette en place, mais il faut admettre qu'il faut du temps, il faut la volonté même de la personne qui doit accepter chez elle des étrangers, ça c'est pas facile non plus. Et donc on a demandé à sa femme de ménage de venir plus souvent, contrepartie d'un salaire déclaré, et elle a accepté. Donc je pensais que c'était, comme c'est une dame de confiance, je me suis dit c'est la bonne solution. Au moins, peu importe le prix, au moins il y aura une présence féminine, dame de confiance qui assurera au moins le quotidien, les courses, les achats de médicaments, etc. Mais ça n'a pas suffi. En fait, il y a l'angoisse de la mort, il y a l'angoisse de la maladie, de la dépendance, l'angoisse certainement aussi de devoir peut-être aller dans une maison de retraite. Et ça, c'est compréhensible, mais en même temps, vous voyez que on n'a plus surtout quand on est enfant unique, on n'a plus la force. Surtout quand on a déjà vécu
une agonie qui a duré longtemps d'un des deux parents qui est parti, avec tout ce que ça comporte émotionnellement, on est comme épuisé, comme asséché, on n'a plus la force. Pour le deuxième, je dirais, qui reste, on n'a plus. Donc, je suis dans cette phase délicate où, ma foi, je n'ai pas le choix. C'est un moment difficile, comme je vous ai dit. Déjà, il faut trouver en soi le bon positionnement pour ne pas sombrer, parce qu'il y a presque une perversité dans ces relations-là qu'on a parfois avec nos parents. Ça dépend quelle est leur nature et leur générosité parfois, ou leur qualité d'âme. Certains seraient presque enclins à vous emmener avec eux, quoi, à vous dire, puisque c'est la dégringolade, c'est la chute, eh bien, ils aimeraient être accompagnés dans leur chute et entraîner les autres dans leur chute, comme une forme de besoin d'être associés à d'autres dans cette chute vertigineuse qu'est évidemment la fin de vie. Alors, on est obligé de se défendre, et je vous disais la dernière fois, on est obligé de sauver sa peau, ou soit on y passe, soit, c'est-à-dire on somatise et on développe une maladie, ce que beaucoup de gens ont témoigné, m'ont raconté leur vie, leurs expériences, soit on essaie de sauver sa peau. Sauver sa peau, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est peut-être important, dans un contexte où on nous demande malgré tout de continuer à vivre. Ou sinon on se flingue et puis voilà, c'est terminé. Donc il n'y a pas le choix. Soit on choisit la vie, soit on choisit la mort, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et si on choisit la vie, on est obligé d'écouter son intérêt propre, et donc c'est là qu'on devient égoïste et on cherche à sauver sa peau, puisque c'est là où peut rentrer une forme de culpabilité, de dire mais moi je continue à vivre, je continue à manger, je continue à profiter du soleil par exemple, alors que la personne qui fait partie de votre intimité, elle sombre et puis s'éloigne du soleil progressivement. Et c'est très compliqué à gérer toutes ces questions, très très compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, hier j'ai été extrêmement éprouvé, parce que d'une part, moi j'ai alerté, j'ai redemandé à ce qu'on le mette en maison de repos. Je suis réintervenu auprès de l'hôpital, et puis ils ont appelé mon père, et puis entendant ces propos extrêmement alarmistes, ils ont décidé de l'interner dans un hôpital psychiatrique. Alors moi, coup dur, je reçois cette information, je me dis c'est quoi cette histoire? En fait, il a été emmené, et puis il est revenu chez lui, parce qu'on ne peut pas interner contre le consentement de la personne, ce qui est normal. Et donc il a été là-bas, puis il est revenu. Bon. Et à nouveau, il est pas gérable psychologiquement. Malheureusement, il ne peut pas se gérer tout seul, et moi je ne peux pas le gérer, puisque je suis trop proche dans cette histoire, et j'ai un lien affectif, j'ai un lien personnel qui fait que je ne peux pas aider. Je ne peux que subir, être malade moi-même, mais je ne peux pas aider. Seule une tierce personne peut intervenir et aider dans ces moments-là. On est trop impliqué émotionnellement, affectivement, pour aider. On n'a pas les bons réflexes, on n'a pas les bonnes paroles, on n'a pas la bonne attitude, et l'autre sait que vous êtes prisonnier de cet affect et va presque, d'un point de vue, presque, lui aussi peut vous entraîner comme une corde, vous entraîner dans son puits, dans son fossé, dans sa tombe. C'est dangereux, hein. Oh là. Et pour en avoir parlé avec des amis confrontés à ces mêmes difficultés, eh ben, ils m'ont raconté les mêmes expériences. Ils m'ont dit fais attention, hein. C'est là qu'il faut agir d'un point de vue juste, parce que sinon on peut réellement être entraîné. Et j'ai des amis qui ont été malades, qui ont développé, dans les commentaires il y a aussi des témoignages de gens qui ont eu différents symptômes suite à cette acrobatie qui est très très délicate, très compliquée à vivre. Alors je suis sûr qu'on est nombreux à vivre ça. C'est assez nouveau, c'est assez contemporain, parce que les gens, nos parents vivent beaucoup, ont vécu, sont assez matérialistes.
Et ils ont vécu toute leur vie comme dans un parc d'attractions, c'est-à-dire ils ont vu que la surface des choses, ils ont profité plus ou moins matériellement, ils ont bossé, ils ont vu cette vie comme une forme de réalisation matérielle dans laquelle il fallait acheter sa maison, acheter une voiture, aller en vacances, aller de temps en temps au restaurant, se faire plaisir et voyager éventuellement. Voilà, ils ont vécu comme ça. Et évidemment, la fête est finie à 90 ans. Les ressources financières, elles sont peut-être là, mais malheureusement, il n'y a plus le PEPS, et puis un des deux peut-être est parti, donc c'est plus la fête, évidemment. Vous vous retrouvez seul. L'autre qui était une forme d'appui psychologique ou je ne sais. Alors, il y avait une forme d'organisation de la maison qui est évidemment rompue par le décès d'un des deux parents. Et vous voyez vos parents accrochés à cette vie sans désespérer de ne plus pouvoir en profiter comme avant. Donc, ils sont dans les souvenirs, des souvenirs qui sont souvent bonifiés, qui sont idéalisés, puisque la vie n'est pas ce qu'ils disent en général. Après, ils brossent un tableau de leur vie extraordinaire, alors qu'en réalité, ils ont connu des galères, des difficultés, des conflits, tout ce qu'on veut. Mais tout ça est effacé, et les souvenirs ne retiennent que les bons souvenirs, ou enjolivent les souvenirs. La mémoire enjolive beaucoup le passé, parce que c'est le seul refuge qu'ils ont. Mais ils n'ont pas de perspective spirituelle du tout. Ils n'ont pas de perspective qui leur permettent d'enjamber, je dirais, l'autre vie, l'autre monde, avec une certaine sérénité. Ils n'arrivent pas. C'est compliqué, hein. Je ne dis pas que c'est facile, je dis pas que moi-même, le jour où ça arrivera, je serai, bien que dernièrement j'ai failli passer, je ne me suis pas paniqué, j'ai senti tout de suite que je allais rejoindre ma mère. Et je me sentais assez paisible, parce que cette vie, moi, m'apportait tellement de difficultés que la quitter, pour moi, c'est pas énorme, c'est presque une libération. Mais bon, bref. Et nos parents n'ont pas, moi je vois, mes parents n'ont pas eu la charge de leurs parents. Ils ont été dans des EHPAD, mes grands-parents étaient dans des EHPAD, voilà. Ils n'ont pas eu la charge, et quand ils ont solutionné comme ça pour leurs parents. Et puis ils ont continué à vivre, ils avaient mon âge, ils vivaient correctement, ils profitaient, tout ça. Mais là c'est différent, il y a comme notre génération, elle est impliquée autrement, et on nous culpabilise énormément, on cherche à nous entraîner dans un... C'est toujours pareil, on cherche à nous entraîner de peur que nous aussi nous puissions avoir ces quelques moments de bonheur qui nous resteraient éventuellement. Et encore, le bonheur dans ce contexte-là, il faut être bien là, il faut avoir un bon tempérament positif pour le coup pour le trouver. Mais on peut le trouver dans la nature, on peut le trouver dans des petits moments, ces petits moments de bonheur comme là, être dans la nature, tout ça. De regarder mes écureuils me fait beaucoup de plaisir, moi, c'est des petits bonheurs tout simples. Mais ça évidemment, ça nécessite ça nécessite pour l'autre qui s'en va une qualité d'âme qu'ils n'ont pas forcément développée durant leur vie. Et ils sont là à accrocher à quelques oripeaux qui leur restent de vie. Évidemment, c'est fini pour eux, la fête, quoi. C'est fini. Mais moi, comme je n'ai jamais entendu ni vu cette vie sous l'angle matérialiste, rien ne m'étonne. Je savais tout ça. Je savais qu'on serait confronté à toutes ces épreuves. Je savais que le fait de s'isoler, de ne pas anticiper, ça aggrave la situation. Je dis toujours, pourquoi ne pas anticiper? Alors mes parents n'ont pas anticipé au niveau organisation, tout ça. Ils n'ont pas anticipé leur vieillesse, au sens où ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas eu d'amis, ils ont pensé qu'ils se suffiraient eux-mêmes. Ils n'avaient pas tellement le goût de la sociabilité, le goût des autres. Et ils ont une maison avec un étage, donc là, à l'époque où je leur parlais d'une maison de plein pied, oui, mais rien n'a été fait. Donc ils passaient des heures à s'ennuyer, sans occuper leur temps parfois à envisager justement des solutions qui nous auraient peut-être permis de mieux gérer nos problèmes
je dirais matériel pour le coup dans l'avenir. Ils ont attendu au dernier moment et dans la catastrophe, on cherche les solutions au moment où c'est presque trop tard pour les trouver, puisque rien ne s'improvise du jour au lendemain. Vous ne changez pas de maison du jour au lendemain. Vous ne vendez pas votre maison et vous achetez pas un appartement du jour au lendemain. Tout cela s'anticipe. Mais comme mes parents n'ont pas anticipé tout cela, on se retrouve, bah oui, avec un étage. Quand vous faites une chute, vous êtes handicapé, monter l'étage devient compliqué. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce moment-là, on cherche une maison de repos, mais une maison de repos, il faut qu'il y ait de la place. Puis parfois, c'est des chambres à deux, mais à deux, il faut supporter l'autre. Voyez? Puis il faut un avis médical, il faut un médecin, mais il n'y a plus de médecin, on court après les médecins. Alors c'est pareil, les médecins, c'est compliqué, parce qu'ils sont, je vois, le médecin de mon père, il a plus de 70 ans, il prend des longs week-ends, il a presque plus de consultations. Donc évidemment, quand il va mal, c'est toujours le week-end, toujours le moment où il n'est pas là. Donc il n'y a plus de médecin. Et donc il n'y a plus de solution, vous êtes coincé. En EHPAD, maison de retraite, oui, il faut choisir, il faut aller dans une maison de retraite de bonne qualité, humaine, avec des qualités humaines et tout. Il y en a encore, où il y a un bon climat, mais la décision doit venir d'eux. Nous, on ne peut pas, nous, enfants, imposer cela. Et les prendre chez nous, c'est complètement impossible, étant donné qu'il n'y a pas forcément les mêmes caractères, et puis votre vie, elle est brisée totalement dans votre intimité, vous pouvez plus... Surtout qu'aujourd'hui, les parents occupent une place que n'occupaient pas les anciens autrefois. Autrefois, vous aviez les parents qui vivaient dans les familles, mais il y avait une forme de discrétion, ils tenaient leur place correctement. Aujourd'hui, il y a une forme de... On vous impose, on juge, il y a des conflits de caractère qui sont... il n'y a plus l'harmonie, c'est plus fluide, on n'a plus ce sens de la vie communautaire qui était fluide, où chacun avait sa place. C'est fini. Aujourd'hui, les caractères s'entrechoquent. Il y a beaucoup d'exigences parfois et vous ne pouvez pas répondre. Vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas répondre. C'est impossible d'envisager l'avenir tel que ça se faisait dans le passé aussi. Il y a aussi ça. Donc, vous êtes obligé d'envisager la maison de retraite si vos parents sont consentants, bien entendu. Et là, je vois que ça ne s'improvise pas, il faut préparer, il y a un dossier à remplir, ça s'appelle via trajectoire, il y a des documents à fournir, et puis ensuite il doit être complété par le médecin qui est difficilement joignable. Ensuite, il faut opter pour des maisons de notre choix, mais là, il y a des listes d'attente, il y a des séjours courts qui doivent être entrepris, mais il faut la volonté forcément des personnes en question, il faut qu'elles-mêmes soient dynamique dans cette perspective, sinon vous ne pouvez pas, face à une forme d'inertie de la personne concernée, vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Et vous voyez, il y a tout ça, et tout ça n'a pas été anticipé, et donc du coup, il y a une forme de précipitation, d'urgence, où on doit gérer les choses en urgence, mais dans ce monde de plus en plus complexe et de plus en plus difficile, où les relations avec les administrations deviennent de plus en plus compliquées, l'urgence, ça devient... vous ne pouvez plus gérer l'urgence. Et donc, à force de ne pas anticiper, de ne pas prévoir, la situation peut se dégrader très très vite. Et puis, c'est moche, c'est glauque, ça devient glauque, quoi, vite glauque. C'est-à-dire, il y a des situations, c'est la panique totale et évidemment, rien n'est prêt pour assumer une dégradation physique, une dégradation parfois même mentale, cérébrale. Et puis, si autour de vous, il n'y a pas les relais et la famille ou les relais parfois amicaux, tout ça pour vous accompagner, vous aider, vous dépanner, c'est la cata totale, quoi. Donc c'est un peu ce qui m'arrive en fait. Et je l'ai vu ça arriver. Je l'ai vu et j'étais avec raison, j'étais angoissé parce que je savais que le jour où ça partirait en cacahuète, je serais coincé. Parce que d'une part, comme je vous l'ai dit, je suis très 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 fatigué par l'épreuve du départ de ma mère. Et c'est comme si j'avais tellement... vécu ça d'une manière intense que j'ai plus la force de m'occuper du reste du deuxième, quoi. J'ai plus la ressource.
j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, je suis fatigué. Très fatigué. Là, mes 2 jours à Rouen m'ont épuisé. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de sortir de ce cataclysme qui s'abat sur moi, quoi. Donc c'est pas facile, mais il faut continuer, à vivre, et puis à un moment donné il arrivera ce qu'il arrivera. On peut plus, on est obligé d'un moment donné de lâcher prise, vraiment. C'est pas un vain mot, de lâcher prise, et le jour où j'y arriverai ce sera formidable, mais pour l'instant je dois dire que j'en suis pas là, et j'essaie de dormir pour me réparer et retrouver la force au moins de marcher, de bouger, parce que là je suis moi-même très épuisé, très éprouvé par cette séquence que j'ai vue arriver avec angoisse, et je suis dans la tourmente là en ce moment. Vous savez, on est nombreux à vivre ça. Je croise que des gens qui ont été confrontés à ça ou qui sont confrontés à ça. On est très nombreux de ma génération. Chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut, et c'est pas facile. Chacun fait comme il peut, et le truc, le pire, c'est le chantage affectif. Quand vous avez quelqu'un qui vous fait du chantage affectif, c'est terrible. C'est terrible parce que beaucoup, malheureusement, usent de ce ressort pour vous obliger, vous contraindre à participer à sa détresse. Et le chantage affectif, c'est une arme redoutable parce qu'il est culpabilisateur, évidemment. Donc, nous qui sommes des occidentaux chrétiens, la culpabilisation, ça nous connaît. Donc, on a déjà un terrain qui est favorable à la culpabilisation, contrairement à ce qu'on croit. Et d'autre part, le chantage affectif vous met dans une position où vous êtes coupable. C'est vous le coupable. Et vous avez toujours des gens dans ces situations qui sont là pour vous juger, vous condamner. Et donc vous avez la deuxième peine, c'est le regard des autres sur votre comportement. Et ils cherchent et il y a toujours quelqu'un dans la famille, ou il y a toujours des gens pour vous culpabiliser, encore plus vous juger, puisqu'quand vous êtes victime d'un chantage affectif. Parce que lui, l'auteur du chantage, va bien s'arranger pour dire que vous êtes indigne, que vous n'avez pas répondu à ses attentes, et va vous organiser un petit tribunal bien joli qui va vous mettre à nouveau comme coupable. Coupable, évidemment, c'est facile, c'est le phénomène du bouc émissaire, et il faut toujours un bouc émissaire dans toute situation de crise. Donc vous risquez même de vous retrouver en tant que victime, bouc émissaire, victime d'une situation que vous n'avez pas choisi et que les autres n'ont pas forcément, comme je le vous disais, anticipé. On est responsable de nos vies. On est responsable, vous faites des enfants. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez des enfants, vous avez une responsabilité. Vous n'en avez pas, vous n'avez pas de responsabilité. C'est un choix. Vous avez décidé de fonder une famille, ça comporte des avantages et des inconvénients. Vous avez donc vous ne pouvez pas, en tant que parent, faire porter le poids sur vos enfants de vos mauvaises décisions, de vos aléas, de vos problèmes. Vous ne devez pas faire subir, je le dis parce que c'est très important, vous ne devez pas faire subir à vos enfants le poids de votre vie et des difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Il faut avoir le courage d'assumer et d'avoir cette volonté de protéger les progénitures que vous avez mis au monde pour que, à nouveau, ils soient délivrés de ce poids qui peut être pour eux fatal, voire mortel. Ça, je mets bien en garde tous les parents qui seraient tentés
de faire peser sur leurs enfants le poids de leur propre détresse. Ça, c'est ignoble, c'est dégueulasse. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, parce que je le subis, je veux dire, c'est vraiment dégueulasse d'imposer à ces enfants ce poids-là. Les enfants, comme je dis toujours, ils n'ont pas demandé à venir sur Terre. Moi, je n'ai pas demandé. J'ai pas demandé. C'est eux qui ont fait la question. Moi, je n'ai pas demandé. Et il n'y a pas un être humain qui a demandé à venir sur Terre. Il est arrivé malgré sa décision. On ne lui a pas demandé son choix. Alors d'autres me diront, oui, dans l'autre monde, vous avez choisi. Bon, ben, ça, je veux des preuves. Je n'ai pas de preuves de ça. Donc moi, j'estime qu'on n'a pas demandé à venir dans cette galère et que maintenant qu'on est dans cette galère, il ne faut pas qu'on nous en rajoute de trop non plus. Donc, vous avez décidé d'avoir des enfants, très bien. Vous avez décidé d'avoir une famille, très bien. Eh bien, ne faites pas porter sur vos enfants le poids de vos propres échecs, de vos propres choix, de vos propres vies. C'est à cela qu'il faut s'en tenir. Moi, je reconnais que dans ma vie, parfois j'ai fait des mauvais choix, parfois j'ai fait des bêtises, parfois j'ai déconné. Et donc, étant donné que j'ai pas d'enfant, bah personne ne supporte les conséquences de mes mauvais choix. Je les ai supportés seul, parce que j'estimais que c'était de mon ressort d'avaler les conséquences de mes propres choix. Et je le fais avec presque plaisir, parce que je me dis finalement, tu dois... parce que parfois, je disais, dans ce processus de réparation, les erreurs qu'on a fait, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup et je me disais des fois, tu vois, quand j'ai connu par exemple une période où j'ai gagné beaucoup d'argent, puis après j'ai tout perdu. Mais je me disais finalement c'est bien parce que j'ai réappris à ressentir du plaisir à travers des petites choses, des petits achats, le fait de gérer autrement mon budget. Des fois je me faisais des tout petits plaisirs quand j'allais au supermarché parce que j'étais sec de chez sec et je me disais finalement si j'avais été dans l'opulence, j'aurais pas eu ce petit plaisir que j'avais à travers un achat d'une bricole, d'une friandise ou je ne sais quoi. Donc finalement, je redécouvrais à travers la réparation des conséquences des erreurs que j'ai pu faire, eh bien je redécouvrais dans cette période de convalescence les petits plaisirs. Par exemple, quand il m'est arrivé mon problème médical, ouais, j'avais une hémorragie terrible, mais en même temps, je voyais le progrès et je voyais que je me disais, tu as quand même la chance d'avoir encore un peu de mobilité. Il y en a qui n'ont pas de mobilité. Et je me disais, finalement, j'ai cette hémorragie continuelle qui peut être inquiétante. Je dis, on verra bien. Mais en même temps, je me disais, finalement, je vivais, je m'adaptais, je vivais au ralenti et je appréciais de pouvoir... aller quand même faire mes courses. Malgré ça, je me disais finalement j'ai encore une mobilité et j'appréciais les choses autrement. C'est marrant, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc quand on est soi-même, malheureusement je ne peux pas communiquer ça à mon père. Je ne peux pas lui dire qu'il y a malgré tout, même à travers les épreuves qu'il a passées, il y a le moyen de trouver des séquences plaisantes dans la vie. Il y a des petites séquences plaisantes qui sont là. Mais c'est sûr qu'une fois quand on vieillit, on n'a plus le même corps. Quand on vieillit, on n'a plus la même dextérité, les mêmes possibilités. Mais dans les petites choses, je sais pas, une petite pâtisserie ou un petit truc qu'on va s'offrir, on va l'apprécier. On va l'apprécier alors que quand on est en pleine forme, quand on est jeune, on s'en fout de la pâtisserie en question. Mais quand vous êtes réduit, quand vous avez une vie extrêmement réduite, vous regardez à la télé un bon documentaire, vous appréciez, vous le vivez autrement. Vous êtes plus attentif aux petites choses. Donc on s'adapte, le corps s'adapte. Et les plaisirs sont proportionnels à votre nouvelle condition. Et ça, je n'ai pas les clés pour... en tous les cas, je ne peux pas en parler, je ne peux pas le dire, je ne sais pas comment le dire. Mais pourtant, il y a cette possibilité-là jusqu'à la fin.
Vous savez, quand vous êtes, ma mère était sur son lit et elle était sous morphine, mais elle avait eu quelques petits plaisirs avec les auxiliaires de vie. Il y en a une qui lui chantait quelques chansons et elle était contente d'avoir cette relation avec cet auxiliaire de vie qui lui apportait, oui, peut-être un petit peu de bonheur qu'elle n'avait pas avec mon père quand ils étaient tous les deux là devant la télé. Donc elle était à l'hôpital en soins palliatifs, mais il y avait des jeunes qui venaient la voir sans arrêt et qui lui apportaient des petits moments de plaisir, des petits moments de joie, un sourire, ils chantaient ensemble, ils avaient mis un peu de musique. Et elle n'avait pas ça chez elle. Donc ça veut dire que sa nouvelle condition, malgré tout, lui a apporté de petits plaisirs qu'elle a appréciés. Et c'est ça l'existence, la vie, c'est ça. C'est pour ça que celui qui... Vous savez, le problème de certaines... Alors c'est des natures d'hommes, ça, c'est mon père, un côté toujours très négatif. Alors j'en ai peut-être hérité un peu, mais il a ce côté de systématiquement vraiment voir que le côté négatif des choses. Et comme il a ce côté systématique, dont j'ai certainement eu, ça a eu des conséquences sur moi, il a aussi cette proportion à dramatiser, le goût du drame. Moi, quand je lis Mère, l'agenda de Mère, pour certains, ça va leur parler, eh bien, elle dit les hommes, les humains et leur goût du drame. C'est vrai, ils ont le goût du drame, le goût du drame. Et ce goût du drame, cette complaisance dans le drame, moi, m'exaspère et je fais un rejet catégorique de ce goût du drame. Je n'aime pas cette complaisance du côté dramatique. Il y a une forme de complaisance, c'est certain, qui est vraiment néfaste et négatif, qui n'apporte que... Et ça engendre vraiment des choses mauvaises. Le goût du drame appelle le drame et vous êtes dans une spirale infernale quand vous avez le goût du drame, parce que le drame appelle le drame et vous amplifiez vous-même votre situation par ce même goût du drame. Il faut vraiment faire attention à ça. Mais ça, c'est des natures. On ne peut pas grand-chose contre ça. Vous avez des humains qui ont la nature, qui ont cette nature, et dont mon père fait partie, c'est-à-dire le goût du drame, le goût de la dramaturgie. Et ça, et si ça peut être mis en scène, ils ne se rendent pas compte que c'est contre-productif, parce que ça éloigne évidemment les gens, l'entourage s'éloignent de ce type de comportement, donc ils s'isolent. Ils sont à la recherche de partager leur goût du drame avec des gens qui fuient le drame parce que ça les entraîne eux-mêmes justement dans leur propre malheur. Et c'est normal qu'on se protège et que tout le monde se protège. Donc en réalité, c'est totalement contre-productif et ça apporte, ça amplifie le drame puisque vous vous isolez, vous ne pouvez pas, parce que vous voulez imposer aux autres votre goût du drame, puis voilà, quoi, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Voilà. Donc, voilà, je vous ai parlé de ça. Le fait d'en parler, je dirais que ça m'a fait du bien. Ça sera diffusé. Peut-être que mon père tombera dessus, je ne sais pas. Est-ce que ça le fera réfléchir? J'en doute. Mais il a la possibilité de regarder mes vidéos. Donc, s'il les voit, qu'il essaie de comprendre ce que j'essaie de dire, mais j'en doute. Et donc... moi, je vais de ce pas continuer ce chemin et je vous dirai ce qu'il en est. Alors, je ne vous parlerai pas toujours de mon expérience personnelle, mais si j'en parle, c'est pour dénouer chez les autres le même déclic. Parce qu'il faut que chacun sache qu'on est confronté à ça, pour beaucoup. Les gens de ma génération, je dirais entre 50 et 70 ans, on a tous eu plus ou moins, je dirais, des parents en déclin dans un système complexe comme le nôtre, compliqué, des générations qui n'ont plus la même mentalité qu'autrefois, donc on ne peut plus gérer comme autrefois. Des gens qui ont vécu loin de la spiritualité qu'il faut gérer. Nos parents étaient très matérialistes, ils appartiennent à des générations très très matérialistes, c'est les 30 glorieuses, tout ça. Donc on hérite de ça, nous, qui sommes beaucoup plus axés sur la fibre existentielle, spirituelle de la vie. Mais eux, ils sont très matérialistes. Et là, ce que je dis, je sais que beaucoup vont me dire, oui, c'est mon cas et c'est notre cas. Donc, difficulté de communiquer sur ces sujets-là aussi avec nos parents, sur la partie spirituelle. Et donc, vous pouvez vous identifier à ce que je vous dis, parce que
dites-vous que le chantage, ne tombez pas dedans. Ça, je vous recommande de ne pas tomber dedans. Je vous recommande de ne pas vous laisser avoir, de ne pas tomber dans les pièges, parce qu'il y a des tas de pièges qui vous sont tendus. Et le piège, c'est de vous perdre vous-même. Le piège, c'est de somatiser, ce qui peut-être peut m'arriver, d'être malade, ce qui peut m'arriver, et d'avoir une maladie grave. Ou de rentrer en dépression, ce qui pourrait m'arriver aussi, pourquoi pas. Nul n'est à l'abri des conséquences d'une telle épreuve. Sachez qu'on n'est pas seul, on est nombreux. J'ai 2-3 témoignages autour de moi, dans l'immédiat auxquels j'en ai parlé, qui vivent exactement la même chose. On est tous d'accord qu'on vit la même chose et on est confronté au même problème. C'est important d'en parler. C'est important de partager. C'est important de nous aider, de nous épauler dans ces moments-là, parce que on se sent moins seul, moins démuni, à partir du moment où collectivement, on n'est pas les seuls à vivre ce type de situation. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de samedi. Pour les plus jeunes, ne vous tracassez pas. Ça arrivera au son temps. Peut-être pas, s'il y a un cataclysme ou s'il y a un chaos ou une guerre, ça va être vite réglé, tous ces sujets-là. Évidemment, ça sera réglé autrement, par une éradication de la population. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Donc, en dehors des sujets de la sociétaux, de tous ces sujets qui l'habitude, meublent également nos chaînes, là, on est sur un sujet plus intime, plus personnel, mais que je partage avec vous parce que je sais que nous faisons communion autour de ces sujets-là. Nous sommes respectueux et nous sommes attentifs au bien-être des uns et des autres. Et c'est important que nous soyons collectivement solidaires dans ces moments-là, puisque vous devez savoir que, évidemment, on traverse quasiment les mêmes épreuves, avec les mêmes symptômes. Et plus on en parle, mieux ça va après. Voilà, je vous souhaite une bonne fin du samedi et puis bon dimanche demain.